Certains restaurateurs oublient que l'outil de travail pour le salarié est très important. S'il est un cuisinier ou une pâtissière de haute gastronomie, vous allez dans un restaurant, si le fourneau il est à moitié cassé, c'est à gaz et que c'est un peu sale sur les côtés, il ne va jamais rejoindre votre équipe. Il faut que l'outil de travail soit performant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Pauline Michelin et Clovis Degrave. Ils travaillent ensemble à la Chef's Table, donc soyez déjà les bienvenus. Merci. L'occasion, en fait, est venue très facilement. J'ai été invité il n'y a pas longtemps par Gomio à dîner chez vous. C'est là où j'ai pu tester à la fois le concept de la Chef's Table. Il y a une vingtaine de places au comptoir. C'était vraiment extrêmement sympa. Et c'est toi, Pauline, qui étais en charge des desserts. Et en fin de soirée, tu m'as raconté que tu avais participé au concours pour Osaka, pour l'Expo universelle. Et je t'ai proposé de venir présenter un petit peu ta création. On va y revenir dans quelques instants. Mais pour démarrer, peut-être commençons par les itinéraires. Donc, est-ce que tu peux raconter ton histoire en quelques mots? Oui, moi je viens à la base de Bourgogne. J'ai fait mes études dans le Jura et j'ai eu la chance de travailler dans des beaux restaurants comme le Montrachet à Puy-Montrachet, Étoilé Michelin, l'hôtel Royal Le Place d'Armes en Angleterre, la Villa René Allic en Alsace. Et Comment puis, s'appelle le village? à Wingen-sur-Moder. Celui-là même. Ça va pour un village alsacien, ça reste… Avec une magnifique fabrique, la fabrique Oui. Allic. Je ne sais pas si on peut la visiter, mais j'ai eu la chance de Oui, faire. oui, C'est c'est extraordinaire, le processus pour créer du cristal, cristal. c'est assez génial. Mm. Et alors, l'arrivée au Luxembourg? Je suis arrivée au Luxembourg en 2021 et j'ai rejoint Clovis et Aline pour l'ouverture de la Chef's Table en août 2023. Voilà. Et maintenant, je fais aussi la partie dessert de la Maison B. Absolument. Alors, c'est bien, avant que je te passe la parole, de rappeler que avec Aline, tu as donc 3 adresses. Exactement. Il y a l'hostellerie de Grunewald et juste en face, donc maintenant, la Chef's Table. Exactement. Et puis aussi la Maison B, Mhm. pour ceux qui connaissent, c'était le Bose Café, une institution. Et je crois qu'aujourd'hui, au total, vous avez 70 employés, c'est ça? 70 aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, demain, on ne sait pas, mais on est aujourd'hui 18 février. 70. Déjà 70. Alors, est-ce que tu peux aussi nous raconter ton itinéraire en quelques mots? Oui, moi j'ai fait parcours classique, école hôtelière, comme on fait d'habitude. Quelques années en école hôtelière, un bachelor en management et marketing. Et ensuite, je voulais reprendre le master à Nice en management des unités commerciales, mais finalement, on m'a proposé indirectement la place de chef au restaurant Le Sud, au rue de Clausen. Avec Petra, à Steve, l'époque? avec Christophe Petra, quand il a vendu son restaurant à Steve Darnay et à Jean-Claude Colbart. Voilà, et c'est eux qui m'ont fait passer chef de cuisine, que je remercie toujours pour l'expérience qu'ils m'ont donnée. Et quelques années après, j'ai rencontré Aline lors d'un bref passage à la brasserie Schumann en tant que chef de cuisine, mais une transition très courte. Et ensuite, on s'est décidé d'ouvrir un restaurant ensemble et on a repris l'hostellerie du Grunewald donc en 2017. Oui, c'est vrai que ça cartonne, c'est un très bel outil. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la fois un restaurant, c'est une terrasse extraordinaire, il y a beaucoup de mariages, il y a même une petite boîte de nuit. Le petit bar, oui, ça c'est le petit bar. Oui. On doit faire la musique à l'intérieur, donc on l'isole à l'intérieur du bar. J'y ai dansé quelques fois, mais c'est vrai que c'est vite pacte pour qu'il y ait un petit peu c'est toujours dans le cadre de mariage, évidemment. Et puis, effectivement, je crois que ça fonctionne très bien et ça vous a permis avec Aline, donc d'abord d'ouvrir cette deuxième adresse et ensuite de reprendre l'institution dont on parlait, qui s'appelle donc maintenant la Maison B. Parfait. Alors, on peut peut-être parler de vos ambitions respectives. Alors, on va commencer avec toi, Pauline. On a ici ta création pour ce concours. Je sers évidemment les pouces. J'ai vu un peu tous les candidats. Je crois qu'il y a un gros concurrent sur une forêt noire. Ouais. Mais à part ça, pour moi, ça va se jouer entre vous deux. Donc, raconte-nous un petit peu comment as-tu conçu cette création? En fait, déjà, c'est Clovis qui est arrivé un jour en me disant Pauline, il y a un concours, il faut que tu participes, il faut rendre les dossiers dans 15 jours. Bon, ok. Et au final, c'est vrai qu'ils ont beaucoup mis en avant. Donc, le thème du concours, c'est Doki Doki. Doki Doki, c'est les battements du cœur en japonais. Beaucoup travaillé sur l'écosystème, faire attention à notre planète et voilà. Donc, j'ai choisi de travailler. Il fallait mettre en avant les traditions luxembourgeoises et japonaises dans un même entremets. Donc, j'ai pris le miel du Luxembourg. À l'hostellerie, à la Chef's Table, on a une petite apicultrice locale qui nous fournit le miel. Donc, voilà. Et pour le Luxembourg, j'ai aussi repris le Bamcourt. Voilà. Mais là, travailler à plat pour pouvoir
faire quelque chose de cohérent et imbibé au saké pour le Japon. Et le sudashi, petit agrume japonais, ce qui est un hybride entre la mandarine et le yuzu. Et le saké, qu'on sache, c'est quoi? Tu l'as acheté du Japon? Comment est-ce que tu trouves le bon saké? Saké, j'en ai pris un qu'on avait déjà à la Chef's Table. On en propose aussi parfois dans les accords mets et vins. Et voilà, le saké japonais. Très bien. Et les dernières petites touches, donc la petite tuile en nid d'abeille, au miel et au saké, et les petites abeilles. Et de ton côté, Clovis, on voit où tu en es dans ta carrière. J'imagine que tu vois ça comme le tout début. Qu'est-ce qui te drive? Quelles sont un peu tes ambitions, tes objectifs? Bon, il y a plusieurs objectifs. Il y a l'objectif professionnel, continuer à développer nos entreprises, déjà les stabiliser aussi, hein, parce que tout le monde se plaint actuellement du secteur de l'ORESCA, les contraintes, etc. Bon, ça c'est déjà un défi de tous les jours, déjà de stabiliser nos entreprises, parce que même si c'est un métier de passion, la restauration, même si on aime cuisiner, faire de la pâtisserie ou autre, ou servir les gens, ou conseiller sur le vin, il y a une entreprise à faire tourner derrière, avec des charges qui sont là et il faut pouvoir les absorber et attirer le client, parce que qui est-ce qui paye finalement toutes ces charges indirectement, ce sont nos clients. Avec une grosse concurrence à Luxembourg. Une belle concurrence, surtout en termes de haute gastronomie. Il y a aussi beaucoup de restaurants, mais pour pallier à ça, on essaie de s'entourer de bons profils, comme Pauline et d'autres professionnels, hein, parce que je ne suis pas le chef de tous les restaurants. J'ai aussi des chefs dans les autres restaurants, comme à l'hostellerie. Quand on a ouvert la Chef's Table, j'ai mis en place un chef de cuisine. Pareil pour la Maison B, j'ai un chef de cuisine et un second. Et eux peuvent en fait s'occuper sur le terrain et gérer l'opérationnel quotidiennement avec les consignes que je leur donne. Donc l'idée, c'est toujours de se développer actuellement dans le milieu de la restauration. Demain, on ne sait pas encore ce qu'on va ouvrir, mais on va sûrement continuer à ouvrir des adresses. Il y a de quoi faire. Et on voit d'ailleurs qu'au Luxembourg, il y a quand même une tendance, hein. Souvent, les adresses qui fonctionnent sont des adresses qui sont assez puissantes. Je pense évidemment, alors on avait Stéphanie, elle qui s'est un peu diversifiée dans le catering, mais en tout cas dans le traiteur. Je pense au De Toffol, je pense à Séverin Laface. À chaque fois, on a l'impression au Luxembourg, c'est tellement cher qu'il faut avoir un groupe un peu étendu. Est-ce que c'est logique ça, ou est-ce qu'on pourrait avoir sa chance avec une seule adresse? On peut avoir sa chance avec une seule adresse. Je pense que certains ont une seule adresse et ça fonctionne très bien et ils y trouvent un certain intérêt. Après, quand vous multipliez les adresses, il faut créer des nouveaux postes qui coûtent aussi de l'argent. Il y a un peu plus de postes en support. Quand on avait l'hostellerie, on n'avait que de l'opérationnel et de la production. Moi, j'étais en opérationnel production, cuisine, etc. tous les jours. Maintenant, je fais beaucoup plus d'administratif que de la production de cuisine. Bien sûr. Voilà. Et j'ai des personnes aussi, on a maintenant un nouveau poste qui va s'ouvrir en tant que responsable marketing, développement commercial. On a des personnes qui sont en comptabilité et en ressources humaines. Donc ça aussi, ça a des coûts. Donc en fait, on ne s'arrête jamais, on s'agrandit, mais on s'agrandit pour absorber les coûts qu'on a. Donc c'est un peu une marche en avant. Exactement, mais ça c'est dans toutes les entreprises. J'allais le dire, c'est le lot commun de n'importe quel entrepreneur. La beauté quand on démarre une petite start-up, c'est que le chiffre d'affaires souvent n'est pas trop impacté par des coûts. Effectivement, à partir d'un certain niveau, il faut bosser 15 jours juste pour absorber les coûts fixes et on commence seulement après à gagner sa vie. Donc, Pauline, on parle souvent de la jeune génération. Moi, je reste persuadé que c'est une jeune génération extrêmement bien formée grâce aux petits ordinateurs qu'on a tous dans la poche, très motivée. À titre personnel, je pense que la difficulté de cette génération, c'est que vous avez trop de choix. Quand vous cherchez un petit copain, une petite copine sur une app, vous avez 50 possibilités. Moi, à ton âge, j'en avais qu'une à la fois, quoi. En tout cas, comme opportunité. Les jobs, on va sur Indeed, on a l'impression qu'on va avoir 200 entretiens d'embauche. Et je pense que ça crée des angoisses. Mais comment est-ce que toi, tu vois ta vie, ton ambition et surtout celle de ta génération? Est-ce que tu penses que dans la restauration ou dans ces métiers-là, il y a un grand avenir? Après, je pense que le choix, oui, on l'a tous, mais quand on commence à regarder un peu partout, c'est que déjà, à la base, on est un peu perdu. On ne sait pas vraiment où aller. Bien sûr. Moi, j'ai commencé la restauration, je voulais faire que ça. Je voulais faire de la cuisine, faire de la pâtisserie et jamais lâcher. C'était comme moi à ton âge, tu n'avais pas le choix. Le choix, si, je l'avais, mais c'est ce que je voulais. C'est ça. Donc, après, si on est motivé, passionné, ça fonctionne. Et on se donne les moyens de réussir. Et aujourd'hui, on a quand même des conditions de travail qui sont bien meilleures que quand j'ai moi-même commencé en restauration. Et tu penses qu'il y a des déclencheurs chez toi, la passion pour la gastronomie ou la cuisine? Est-ce qu'elle a fait suite à une passion pour autre chose? Tu étais déjà passionnée quand tu étais jeune? Oui, moi j'ai cuisiné avec ma grand-mère sur le poêle quand j'étais petite. Voilà, c'est aussi des souvenirs familiaux et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer là-dedans.
Et dans les gens de ton âge, est-ce que tu as l'impression que les gens passionnés sont souvent des gens qui ont déjà fait une activité, un sport, de la musique ou de la cuisine avec leur grand-mère? Ou est-ce que finalement, on est tous un peu soumis au hasard de la vie et des rencontres? Ouais, je pense qu'on a tous un peu nos déclencheurs, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient avec moi en études qui ne sont plus du tout dans ce domaine-là aujourd'hui. Qui ont quitté la restauration. La restauration, Ils ont fait quoi à la place? Il y en a beaucoup qui sont dans l'immobilier. Oula. La chute est dure. Ouais, non, c'est vraiment des domaines totalement différents. Il n'y a pas une recette non, il n'y a pas de recette miracle. Il faut s'accrocher et puis s'écouter, suivre ce qu'on a envie de faire et se donner les moyens de réussir. Donc en travaillant dur, j'imagine. Mais je pense qu'en allant à la Villa Lalique ou dans des adresses comme ça, on apprend cette culture d'excellence. Et effectivement, je crois qu'on apprend aussi que pour arriver à ce résultat-là, il n'y a pas de raccourci, il faut y passer quelques centaines d'heures, évidemment. De ton côté, j'imagine évidemment que le principal défi, en tout cas ce qu'on me dit souvent, c'est pas tellement de trouver des clients, c'est de trouver des bons employés. Donc, est-ce que tu dois t'adapter à cette nouvelle génération? Est-ce que tu changes les rythmes? Comment ça marche? Moi je fais partie de la nouvelle génération, donc je n'ai pas besoin de les comprendre, je les comprends parce que j'ai les mêmes envies qu'eux. Tu as quel âge exactement? 35 ans. Très bien, donc quand même un peu une demi-génération au-dessus. Oui, légèrement au-dessus, mais voilà, moi je fais partie de la génération où on trouve des solutions pour faire développer le métier. Donc majoritairement, la problématique du métier, c'était les horaires de travail, les horaires en coupé. Je me bats tous les jours pour que nos 70 collaborateurs ils travaillent 100% en horaire continu. Et, donc ça, pour les spectateurs, horaire coupé, c'est le service de midi, une pause qui n'est pas rémunérée. Exactement. Et on recommence à travailler. Oui, tout à fait. Voilà, une pause qui n'est pas rémunérée, c'est ça. C'est important de le dire parce que si encore il y avait une petite indemnité d'astreinte ou autre, ça serait encore intéressant pour eux. Mais là, il n'y a aucun intérêt de venir à 9h du matin jusqu'à 14h et de 18h à 23h. C'est ça, on perd 4 heures. 4 heures de temps totalement perdu. Il y a les restaurants à Luxembourg et ailleurs n'ont pas de lieu, de salle de repos adapté pour ça. Donc c'est assez compliqué. Ils vont se balader. Ils vont boire un verre. C'est un peu malheureusement, c'est ce qui arrive dans le métier. Mais bon, nous voilà, ils travaillent en horaire continu. On a 2 shifts. On a celui du matin, 6h, 14h30 et on a le 14h30, 23h. Ça fonctionne très bien. Il y a un roulement. Bon, la Chef's Table, c'est un peu plus simple parce qu'on est ouvert que les soirs. Il n'y a qu'une équipe tout le temps. C'est aussi pour ça qu'à la Chef's Table, ça reste un restaurant assez exclusif, parce qu'il y a quand même presque 9 personnes qui travaillent pour une vingtaine de couverts. Donc c'est quand même, en termes de relations salariés-clients, c'est énorme, ça a un coût. C'est pour ça aussi que le menu coûte un peu plus cher que dans d'autres restaurants et établissements. Oui, sachant que c'est pas rédhibitoire, on est sur un menu qui commence à 105 euros. Voilà, 105 euros, et si on prend la totale, c'est 165 euros. C'est ça, et je peux vous dire, pour l'avoir testé, c'est un très 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 bon rapport qualité-prix. Et c'est un restaurant exclusif, on n'y va pas tous les jours, c'est vraiment pour une occasion, fêter ou se faire plaisir. Alors on a des clients, c'est des habitués, ils viennent chaque mois pour tester le nouveau menu ou les changements. Mais l'idée, c'est pas qu'on ait tous les clients qui viennent chaque mois. C'est vraiment un restaurant d'occasion, je pense. Oui, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Alors peut-être un petit mot par rapport à la réglementation. Il y a quand même une très très bonne nouvelle pour la profession le mois dernier, avec le ministre qui a annoncé que l'ITM allait passer d'un mode répressif à un mode préventif. Et ça, je pense que c'est un vrai bon signal que le gouvernement envoie aux professionnels de la restauration, puisqu'on est tous d'accord que les employés doivent être protégés par des règles claires, mais on est aussi d'accord que se prendre des amendes sans avertissement, j'ai envie de dire, ça peut être un peu brutal dans un contexte assez difficile. On a vu que la villa de Camille et Julien n'a pas survécu, a annoncé qu'a priori, il n'allait pas continuer longtemps. Et donc, on sait que ça reste un métier extrêmement difficile pour les raisons que tu as évoquées. Oui, après, je pense que le dossier avec l'ITM, on peut tous les appeler. Moi, ça fait 7 ans qu'on a l'entreprise, 8 ans maintenant. Je les ai toujours appelés, au moins une fois tous les 2 ou 3 mois. Si j'ai une question avec un salarié ou autre, on appelle l'ITM et ils sont là pour nous répondre aussi. Donc, il y a eu cette histoire où ils ont attribué des amendes. Évidemment, les amendes, elles étaient justifiées, je pense aussi. C'est beaucoup pour les plannings. Voilà, beaucoup pour les plannings. Bon, nous, on travaille donc en horaire continu, donc c'est très facile à gérer. Et en plus, on travaille avec une pointeuse et une badgeuse. Donc tout le monde arrive, tout le monde pointe. Les heures supplémentaires sont là. Elles sont soit récupérées, soit rémunérées. Et si vous fonctionnez comme ça, vous n'avez aucun souci à vous faire et ça va rouler tout seul. C'est vrai que tu es organisé avec tes 2 équipes et tes horaires continus pour qu'il n'y ait pas de problème. Je pense que les restaurateurs qui étaient touchés, ce sont ceux qui avaient le service de midi et de soir avec la fameuse pause. Et dans ce cas-là, effectivement, si le client reste jusqu'à 15h30 pour boire son café tranquille, c'est très très difficile de respecter ces règles. Donc réjouissons-nous que le gouvernement ait envoyé un signal d'apaisement pour soutenir un peu l'économie.
Peut-être un mot de la fin pour tous les deux, pour motiver un petit peu les gens. Est-ce que vous pouvez citer à tour de rôle les avantages d'un métier de passion où quand on va se coucher le soir, on a le sentiment d'avoir fait quelque chose de tangible? Comment est-ce que vous pourriez inciter d'autres personnes à se lancer alors dans la restauration ou dans n'importe quel autre métier de passionné? Moi, ce que je trouve chouette aujourd'hui, c'est encore plus à la Chef's Table, c'est d'avoir ce contact avec les clients. On fait quelque chose de concret, on produit des choses, on voit leurs émotions en direct. Et ça, c'est top. On a passé du temps à faire quelque chose et ils nous le rendent. C'est tangible. C'est pas un tableau Excel avec des chiffres qui défilent toute la journée en attendant de rentrer à la maison pour commencer à vivre, en fait. Hein. Oui. Au niveau des horaires, ça va le fait on finit à quoi? On finit assez tard ou est-ce que c'est... Non, on finit... Oui, on finit tard. On finit tard la fin de la journée. Oui, voilà, on finit vers 23h, 23h30. Mais du coup, on commence tard aussi. Mais on commence plus tard, on commence à 14h, 14h30. Donc, c'est un rythme de vie assez équilibré. Oui. De ton côté, comment est-ce que tu vois, quels avantages tu vois pour motiver des gens dans la restauration ou n'importe quel métier de passion? Je pense, comme je disais, on parle des horaires de travail, qu'il faut qu'ils soient adaptés et réglementés. Comme disait Pauline, horaire continu. Oui, on finit à 23h, 23h30, mais il démarre à 14h, 14h30. Donc le matin, on organise sa journée différemment. Hein. C'est comme un médecin, urgentiste ou autre, il travaille aussi de nuit. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls dans la restauration à faire un métier où on travaille la nuit ou le soir. Hein. Il y a beaucoup de métiers comme ça. Et il y a aussi l'outil de travail. Ça, c'est important. Certains restaurateurs oublient que l'outil de travail pour le salarié est très important. Il leur faut une cuisine qui est fonctionnelle, qui fonctionne, qui soit propre, qui soit... voilà. Ça, c'est très important. Si vous êtes un cuisinier ou une pâtissière de haute gastronomie, vous allez dans un restaurant, si le fourneau il est à moitié cassé, c'est à gaz et que c'est un peu sale sur les côtés, il ne va jamais rejoindre votre équipe. Il faut que l'outil de travail soit performant. Ça a un coût aussi de faire... Vous allez chez Louis Linster, il a une superbe cuisine, elle est magnifique, mais voilà, vous arrivez, vous avez plaisir à cuisiner sur le fourneau et vous avez un bel outil de travail. Voilà. C'est comme un mécanicien, quand il travaille chez Porsche ou chez Ferrari, il aura un beau garage et quand il va aller dans un petit garage de province, il aura des pièces cassées, il n'aura pas le bon matériel. Voilà, c'est comme ça qu'on a les bons éléments aussi. Il faut les attirer avec un bon outil de travail, des bons horaires et un bon esprit d'entreprise, je pense. Ça, c'est important. Oui, et puis je pense une vision commune, on l'a bien senti pendant le dîner. Dans ton restaurant, on sentait qu'il y avait cette équipe qui faisait corps pour offrir une expérience aux 20 personnes qui étaient présentes autour à la Chef's Table, hein, c'est son nom. Et effectivement, cet esprit d'équipe, je pense qu'on a ça dans notre ADN, la tribu. Ça crée effectivement, ça transforme le travail en mission et je pense que ça rend les choses beaucoup plus faciles. En tout cas, évidemment, j'invite tout le monde à réserver jusqu'à 20 personnes pour être tous à la même table, mais vous pouvez aussi y aller à 2, à 3, à 4. Et à faire l'expérience de la Chef's Table. Et je serre les pouces pour toi pour qu'on soit les premiers à avoir raconté ton dessert avant même qu'il ait gagné. Pour moi, c'est plus que 50% de chance. Et je te souhaite à toi et à Aline beaucoup de succès dans les 3 affaires et peut-être bientôt une 4e si l'occasion se présente. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonne journée. Merci beaucoup.